Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. C'est le moment de la discussion avec Rémi Villemur. On va revenir sur cette polémique qui a éclaté avec l'entreprise Barbecue Québec qui avait, en fait, initialement, son président, Max Lavoie, avait publié des messages d'appui à Donald Trump sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de critiques qui a été vraiment attaqué là, publiquement pour ces messages d'appui envers Donald Trump et rétropédalage. Et il a finalement dit là, qu'il regrettait que c'était une erreur. Il a dit, c'est une niaiserie, une erreur de débutant. J'aurais jamais dû publier ce message, dit Max Lavoie. Alors, on va en parler avec Rémi Villemur sur qu'est-ce que ça nous dit exactement du débat public aujourd'hui. Oui, bonjour Karima. Ça nous dit, s'il y a des gens qui s'en doutaient, qui ne l'avaient pas déjà réalisé, qu'on est des Américains sans un droit de vote là, aux États-Unis. C'est à peu près ça. On a toujours dit que les Canadiens étaient des Américains avec une carte d'assurance maladie. Ben là, les Québécois sont des Américains sans la possibilité de voter, mais c'est tout. C'est ce qui nous fait triper, c'est ce qui nous fait nous agiter cet été. Après, tu sais, je pense qu'il faut réfléchir à pourquoi particulièrement cet été. Moi, ça fait déjà 3 étés que je fais de la radio, puis je trouve que c'est particulier cette année. Il y a une élection américaine en novembre, ça c'est certain, mais il y a autre chose. Sur la scène politique fédérale et provinciale, donc au Canada et au Québec, il y a un relatif silence médiatique. Hein? On n'a rien à se mettre sous la dent. Tu sais, rapidement, tu as le PQ qui est en haut dans les sondages, qui a tout intérêt à être discret, hein, pour ne pas ébranler cet ordre-là. La CAQ qui a eu une très mauvaise année, donc ça sert à rien d'essayer de se mettre à l'avant-plan. Il faut juste essayer de passer entre les cracks. Au fédéral, c'est un peu le même principe avec un parti conservateur canadien qui est en haut dans les sondages puis qui n'a rien à perdre et à peu près plus rien à gagner non plus. Hein? En fait, il y a tout à perdre et à peu près plus rien à gagner. On en plafonne. Même chose pour les libéraux, ça ressemble un peu à la situation de la CAQ. Donc là, on a peu d'annonces. On a peu de députés qui s'expriment. Donc là, les yeux se tournent. Hein, on a vu au début de l'été, c'était l'élection française. Les Québécois capotaient sur la politique française. C'était inusité parce qu'on a besoin de se mettre quelque chose sous la dent. Et là, on a les États-Unis cette fois-ci parce que là, ça va s'étendre. La campagne, elle est longue jusqu'en novembre. Et là, je remarque pas juste un intérêt pour la politique américaine, une furieuse passion. On est passionné de ça. Là, hein? On a des gens là, qui déchireraient leur chemise là, pour Kamala Harris qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas les opinions, les réalisations. Kamala Harris, qui était de façon presque consensuelle présentée dans les médias américains comme l'une des pires vice-présidentes de l'histoire des États-Unis il y a à peine quelques semaines, et qui là est devenue une sorte de nouvelle possibilité de rêver, possibilité de créer du rêve et du beau et du magnifique. Ben, c'est la nouvelle coqueluche dans les milieux progressistes, là, littéralement, parce que au final, on s'accroche à des symboles et Kamala Harris représente ça au-delà, comme tu dis, de ses réalisations ou ce qu'on aime moins de ce qu'elle a fait, parce que je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent tout simplement pas, mais ce qu'elle représente aujourd'hui, donc femme de couleur, après ça, bon oui, évidemment, par contraste avec Joe Biden, c'est sûr qu'on a l'impression d'avoir vraiment là, l'énergie qui arrive, et aussi par contraste avec Monsieur Trump, ben bon, certains, on peut dire aussi que ça lui fait gagner des points, mais je suis d'accord avec toi, cette espèce de Kamala manie, c'est très, très lié au symbole. Oui, mais l'amour qu'on porte vers Kamala est à peu près le même qu'on portait, et là, quand je dis on, je parle des gens qui se disent des démocrates au Québec, qui sont des Américains sans droit de vote, mais qui sont des démocrates. C'est à peu près le même qu'on portait vers Joe Biden. C'est-à-dire que Joe Biden, malgré ses déboires, hein, vous parliez avec quelqu'un qui est très impliqué émotionnellement dans la campagne américaine au Québec, puis il vous disait, oui, mais il dit, non, mais le gars est à peine capable d'avancer, hein, en ligne droite, là. Et toi, tu es fan de lui. On est en amour par-dessus la tête. Quand on est en amour, là, hein, on voit plus clair. On voit plus clair du tout. Et ça vaut et ça se vaut. Hein, et parce que là, les Trumpistes m'attendaient peut-être. Et ça se vaut pour eux aussi, là. Hein. Il y a des gens, là, moi, je reçois des messages, mais je n'ai jamais reçu des messages de cette nature-là, de la colère de gens qui me disent « T'es un gauchiste, Rémi Villemur. » Un gauchiste? Moi, je suis un gauchiste. C'est une affaire que je ne pensais jamais entendre de ma vie, là. Je suis un gauchiste parce qu'il m'arrive de dire « Hey, c'est parce qu'on est donc bien en amour avec les États-Unis. On a-tu oublié qu'on était Québécois? » Et ça vaut une insulte, ça vaut une étiquette, celle de gauchiste. Donc, il y a vraiment, je pense, là, quelque chose d'inusité. Et il y a une autre explication, Karima, à mon avis, c'est que le Québec
ne s'est pas développé au complet. Et quand on se développe à peine, quand on se développe à moitié, bien, il reste toujours un bout de chemin à parcourir et on se projette aux États-Unis. On a le goût du gigantesque. On regarde ce qui se passe en bas puis on dit, regarde, c'est un vrai pays. Eux autres, là, ils vont à Davos. Ils financent des guerres en Ukraine. Le Québec ne finance pas une guerre en ce moment. Il ne finance rien. Le Québec finance un troisième lien, peut-être. Hein, ça, c'est les projets qui sont à la hauteur du Québec. Je le dis avec amour pour les Québécois. On est petit et on est limité. Mais on a du goût. On a un goût pour le gigantesque. Et au lieu de le réaliser ici et de prendre notre courage à deux mains, ben, on se projette aux États-Unis. Bon, ben, ça donne ce que ça donne. Ça, c'est intéressant parce que tu as raison de dire, finalement, est-ce qu'on se préoccupe finalement de son destin comme société, qu'est-ce qu'on veut comme projet, comme, tu sais, il y a ça aussi, là, puis ça, effectivement, ça peut mobiliser beaucoup d'énergie. Et ensuite, cette transposition américaine, cette américanisation aussi de la pensée. Moi, je dis souvent que pendant des années, c'était l'impérialisme culturel parce que ce qui nous arrivait par la diffusion, c'était les produits culturels. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec la circulation, des idées, tout ça, ben c'est le catalogue, si tu veux, politique américain qui nous arrive ici. L'histoire américaine aussi, qu'on décide finalement c'est comme si on s'approprie certains codes américains qui n'ont rien à voir avec le Québec, avec le Canada. Et il y a cette transposition-là. Donc ça, c'est assez particulier. Puis, est-ce que ça explique cette espèce d'engouement? Moi, je trouve ça sain de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, tant mieux. Puis d'autant plus que les États-Unis, ça a quand même un impact sur nos vies, évidemment. Mais moi, ce que je trouve plus problématique là-dedans, c'est pas tant qu'on s'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est plutôt, si tu veux, là, la position un peu obligatoire qu'on doit avoir, ce qui nous ramène un peu à Barbecue Québec, finalement. Puis, comme je dis, là, on peut critiquer allègrement Donald Trump, on peut le détester si on veut, mais de là à criminaliser, entre guillemets, socialement, tous ceux qui ne sont pas démocrates, j'y vois quand même un certain problème, là. Est-ce qu'on va dire qu'il y a 75 millions d'Américains qui sont tarés? Et est-ce qu'on va dire aussi que finalement, les Québécois qui n'adhèrent pas à la Kamala sont finalement des gros jambons, là, pardonne-moi l'expression, mais c'est un peu ça, là. Il y a une forme de mépris social aussi que j'observe. Oui, mais là où, par contre, je suis pas d'accord avec le monsieur en question, hein, le propriétaire de Barbecue Québec, c'est qu'il dit dans l'entrevue au Journal de Montréal qu'il était très étonné de constater ça, hein, de la part de gens qui se disent pro-démocrates. Mais moi, je veux dire une chose, s'il avait dit quelque chose d'anti-Trump, il aurait reçu la même quantité de haine. Mais oui. En fait, le problème, oui, je pense que oui, que c'est une réalisation que je fais à la dure cet été. Je reçois vraiment beaucoup de haine. Ouais, mais socialement, je pense que ça aurait été socialement acceptable quand même. Oui, ça aurait été socialement acceptable. Mais moi, je parle exclusivement des gens qui lui écrivent sur les réseaux sociaux, qui le menacent, par exemple, de lui donner 1 étoile sur 5 à son entreprise. On sait qu'aujourd'hui, on dépend de ça quand on a une entreprise sur le web. Si on a une moyenne de 4 sur 5, puis que du jour au lendemain, on se ramasse avec 1, là, on va perdre beaucoup de clients. Moi, je suis capable d'imaginer... Ça, c'est vrai. Ouais. Politiquement, je pense que c'était absolument pas judicieux, là. Quand vous mélangez de la politique puis la business comme ça, surtout avec la façon dont ça a été fait, je suis d'accord que c'était probablement pas l'idée de génie, là, pardonnez-moi l'expression, en sachant le contexte très polarisé aujourd'hui. Cela dit, je pense qu'aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, vous dites bonjour, puis vous allez vous en prendre plein la gueule aussi. Donc, ça donne une idée de cet état d'esprit aussi dans le débat d'aujourd'hui, malheureusement. Oui, ça donne le goût de faire le test, effectivement. Je vais écrire ça bonjour tantôt. Bonjour, comment ça va sur Twitter? Oui, c'est ça, tu m'en donneras des nouvelles demain. Et puis, tu voulais revenir, sur une date quand même assez importante. Il y a 50 ans, le 31 juillet 1974, le français qui devenait officiellement la langue officielle du Québec. Et ça n'a pas été un combat facile et ce l'est encore un combat aujourd'hui pour parler français, pour se dire que c'est notre langue officielle. Ça semble pas toujours évident des fois, justement quand on va se promener aussi dans les magasins comme ça, en ville. Ou dans les hôpitaux, hein, les hôpitaux de Montréal, dits anglophones. Cette loi-là, la loi 22, qui a été donc adoptée le 31 juillet 1974, encore à ce jour, elle suscite un débat entre des gens plus proches, par exemple, des libéraux. Je pense, par exemple, à Antoine Dionne Charest qui dit que c'est une grande loi, et des gens qui disent, mais attendez une minute, c'est une loi, justement, qui incarne l'impossibilité de faire un compromis dans le domaine linguistique au Québec. Donc, petit cours d'histoire, là, en 1974, c'est Robert Bourassa qui est premier ministre du Québec, et il veut
adopter une loi qui va venir mettre un terme aux tensions linguistiques au Québec. On sait que 5 ans auparavant, il y avait eu la loi 63 sous Jean-Jacques Bertrand, qui est une loi qui avait été, elle, adoptée à la suite des émeutes de Saint-Léonard. Alors, la loi 22, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, oui, elle dit la langue officielle du Québec, c'est le français, sauf qu'elle n'oblige pas les enfants d'immigrants à fréquenter l'école en français. Donc, ce que Bourassa voulait faire, c'était plaire aux deux communautés. À la communauté francophone, en lui disant, regardez, là, vous l'avez, votre langue officielle, puis c'est le français, puis il n'y en a pas d'autre. Et il voulait faire plaisir aux anglophones, qui, eux, vivaient, étaient dynamiques grâce à l'apport d'immigrants qui, eux, s'adaptaient à la communauté anglophone. Donc, ils disaient, on ne bougera pas les enfants d'immigrants à l'école anglaise. Tout le monde va en avoir pour son argent. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé 2 ans plus tard? Le vote s'est divisé. Il y a des anglophones qui ont voulu punir Robert Bourassa puis qui ont voté pour l'Union nationale. Puis il y a des gens qui ont voté également à l'Union nationale qui ont voté pour le PQ. Également. Donc, les libéraux ont perdu beaucoup de votes et ils ont perdu l'élection alors que René Lévesque n'était pas censé gagner l'élection de 76. Quelques jours avant et même quelques heures avant, dans les pronostics, les plus proches du scrutin, il n'était pas censé gagner. Ça a été une victoire éclatante. Et je pense que la loi 96, quand on connaît l'histoire du Québec, pourrait bien devenir la loi 22. C'est-à-dire une loi qui... On essaie de faire un compromis avec la loi 96. On dit, bon, il n'y aura pas, par exemple, le cégep français. Les allophones ne seront pas obligés d'aller au cégep en français, ni les francophones. Donc, on ne donne pas ce qu'il faudrait donner aux francophones pour que leur langue soit en vie. Et on fait un petit bâton concernant l'affichage. On veut une prépondérance du français dans l'affichage. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça va faire l'affaire de personne. Parce que la solution, c'est une loi forte. La loi 101, là, en 77, c'est vrai que ça a fait chier bien du monde. OK? On va se le dire. Mais aujourd'hui, là, trouvez-moi une personne, un porte-parole de la communauté historique anglophone, trouvez-moi un député du Parti libéral du Québec ou du Canada qui oserait s'en prendre à la loi 101. Ça a fait mal sur le coup à la communauté anglophone, mais elle s'est ajustée, elle s'est adaptée. Puis c'est une loi comme ça qu'il faudrait au Québec. Il faudrait que la loi 96 soit une loi 101. Mais certains te diront que la loi 101, quand même, on a essayé quand même d'avoir d'attenter, si tu veux, à la loi 101 de plein d'autres façons, là, c'est-à-dire de contourner. Il y a quand même des offensives aujourd'hui un peu différemment, mais de faire en sorte quand même de toucher à cette prépondérance du français. Là. Il y a quand même, on peut pas dire que tout est gagné puis qu'on peut rester comme ça. Effectivement, tu le mentionnes avec la loi 96, là, on se rend compte que c'est un combat qui, j'allais dire malheureusement, semble être encore aujourd'hui d'actualité. On a l'impression qu'il faut toujours effectivement se battre pour préserver ce qui devrait être tout simplement normal, naturel, que ça devrait aller de soi. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, en 2024, ça ne va pas de soi. Oui, tout à fait, Karima. La loi 101 a été charcutée, mais la loi 101, elle était forte, elle était musclée. Et quand vous bombez le torse, quand vous bombez le torse et que vous faites preuve de courage, les gens avancent avec moins de vigueur pour essayer de vous passer sur le corps. La loi 96, c'est une loi molle, donc on va se faire marcher dessus. Oui, donc déjà en partant, oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Exactement. Rémi Villemur, merci beaucoup. À demain. À demain.